Présidente Blood, cesserez-vous de tuer des civils? Poutine n'était pas fan des questions qu'on lui posait en Alaska. Je parie qu'il espérait pouvoir emprisonner les journalistes comme il le fait en Russie. En Russie sous Poutine, les journalistes sont la liberté de la presse. Ils perdent leur liberté après des questions difficiles. Mais ici, aux États-Unis, Poutine était impuissant. Il a juste fait semblant de ne pas comprendre l'anglais. Regardez vous-même. Monsieur Poutine, accepterez-vous une trêve? Monsieur Poutine, vous engagez-vous à ne tuer aucun travail à faire? Allez, les gars. Merci, mec. Désolé pour la qualité, c'est le mieux qu'on ait. Mais là-bas, Poutine essayait de dire « je ne t'entends pas » en russe. Mais on sait tous qu'il parle anglais. En fait, il a été formé comme agent du KGB en Union soviétique, où leur objectif principal était de combattre et d'espionner l'Occident. Il parle couramment anglais et allemand, car il était en poste en Allemagne de l'Est à l'époque. Mais maintenant, il fait simplement semblant de ne pas comprendre l'anglais, quand il ne veut pas entendre des questions qui sont trop difficiles à répondre. Et ce n'est pas moi qui exagère. Mais en fait, Poutine avait une interview prévue sur Fox News avec Bret Baier, mais il a décidé de l'annuler après avoir entendu le journaliste à la base aérienne. En fait, après sa rencontre avec Trump, Poutine a donné une conférence de presse où il s'est contenté de faire une déclaration, et il a spécifiquement demandé qu'il n'y ait pas de questions. C'est la façon russe de faire. Pas de presse, pas de conférence, seulement Vladimir Poutine. En fait, dès que cette conférence a été terminée, Poutine et sa délégation sont immédiatement rentrés à Moscou aussi vite que possible. Clairement, cette réunion ne s'est pas passée comme Poutine l'espérait. Alors dans cette vidéo, analysons exactement ce qui s'est passé hier et pourquoi Poutine a dû fuir l'Alaska si rapidement. Avant de commencer, pensez à cliquer sur j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment à faire connaître la vérité à de plus en plus de personnes. Et commençons depuis le début. Poutine craignait déjà beaucoup pour sa sécurité. Et c'est exactement pour cette raison que cette réunion n'a pas eu lieu la semaine dernière, comme le président Trump l'espérait. Le président Trump a affirmé que certains s'inquiètent trop de la sécurité, expliquant ainsi pourquoi il a accordé une semaine au service de sécurité russe pour préparer l'arrivée de Poutine en Alaska et garantir la sûreté des lieux. Mais j'imagine que cela n'a pas suffi à calmer la paranoïa de Poutine. Parce que hier matin, Poutine a envoyé non pas un ni deux, mais 3 avions leurres de Russie vers l'Alaska pour s'assurer que personne ne le poursuivait. Même les médias russes, pourtant contrôlés par le Kremlin, ignoraient que cela se produisait. Ils n'arrêtèrent pas de publier des tweets sur Poutine franchissant l'espace aérien américain, puis de retirer les tweets en disant « Oups, ce n'était qu'un avion leurre ». Ils l'ont fait, puis ils l'ont refait plusieurs fois. Je commence à penser que peut-être Poutine n'est pas à la tête de la 2e armée la plus puissante du monde parce que c'est juste embarrassant. Ce qui rend cette situation encore plus drôle, du moins pour moi, c'est le fait que Poutine a gaspillé l'argent du peuple russe en envoyant 3 avions leurres, alors que les journalistes de la télévision d'État russe se plaignaient en Alaska, que leur entreprise ne leur avait pas réservé un hôtel convenable. Regardez simplement où ils ont passé la nuit, c'est tout simplement risible. Au début, je pensais que c'était une blague, mais on nous a dit que c'était à cause de la rencontre. Au début, je pensais, mais on nous a dit que c'est désormais une saison touristique très prisée. Tous les hôtels, pendant la haute saison touristique, sont occupés à Anchorage. Donc, tous les hôtels à Anchorage sont complets. Maintenant, je vais vous montrer où les journalistes russes nous ont installés. Où ils nous ont mis, les journalistes russes. Ils nous ont installés dans un stade. Voyons ce qu'il y a dedans. Ça ressemble à un camp improvisé. Voilà à quoi ça ressemble. Un camp de fortune, je suppose. Ceux qui ont trouvé leur place ici ont sûrement eu de la chance. Voici ces pièces. Je ne sais même pas comment les nommer. Celui-là a eu de la chance. Et je ne sais même pas comment nommer ces petites pièces. Les Russes vivent ici, notamment les journalistes. Voici par exemple ma réserve. Quelqu'un a déjà trouvé une prise. Trouver une prise, à repasser des affaires.
Nos pilotes se sont arrêtés. Repassons nos vêtements ici. Et là-bas, nos pilotes sont installés. Teste le lit pour que tu comprennes. Comme ça, tu vois à quel point il est doux, à quel point il est doux. Le son en dit long. Endroit pour dormir après un vol de 10 heures. Ce sera comme voler dans les airs, mais le vrai problème est ailleurs. La question est de savoir s'ils éteindront les lumières la nuit et si cela fera toujours ce bruit. La question est de savoir si la lumière sera éteinte la nuit. Ce truc va-t-il encore faire ce bruit? Maintenant, la personne qui fait la vidéo a été trompée par ses patrons. Parce que j'ai vérifié les prix hier en Alaska, et ils étaient à plus de 500 $ pour une chambre d'hôtel normale. Donc les prix étaient clairement gonflés parce que, après tout, cette ville était devenue l'épicentre de la politique mondiale. Il n'y avait pas de pénurie de chambres d'hôtel. Elles étaient simplement chères. Ce journaliste russe devrait le savoir, car il couvrait la délégation russe, qui avait des chambres d'hôtel. Mais pour les journalistes, ils devaient dormir sur un lit de camp dans un stade. La télévision d'État russe n'était tout simplement pas prête à dépenser 500 $ par nuit pour ses employés. Sauf bien sûr si vous faites partie du gouvernement. Voyez la nourriture qu'on leur servait le matin. La nuit s'est passée assez calmement. J'ai même réussi à dormir. 3 heures, peut-être. La nuit s'est passée plutôt calmement. J'ai même réussi à dormir un peu, environ 3 heures, peut-être 3 heures et demie. Les organisateurs ont cédé. Les organisateurs ont finalement éteint les lumières à l'intérieur du stade de notre ville de tentes improvisées. Mais un fort bourdonnement persistait à cause de l'échappement. Quand j'étais somnolent, j'avais l'impression d'être dans un réfrigérateur. J'ai été très satisfait du petit déjeuner aujourd'hui. Une cuve d'air, quelques fruits, et la salade de thon d'hier qui traîne ici depuis hier. Eh bien, elle était là et la voilà. Une boîte de chips. Je veux remercier les organisateurs pour l'énorme réserve d'eau absolument gratuite. Buvez autant que vous voulez. De l'eau? Bois tant que tu veux. Revenons maintenant à Vladimir Poutine. Car au moment même où il s'apprêtait à monter sur la plateforme pour la séance photo de cette réunion, un bombardier B-2 et des chasseurs F-22 ont survolé le ciel. Cela n'a certainement pas calmé les nerfs de Poutine. Mais jusque-là, ce n'était qu'un spectacle. Un spectacle demandé par Vladimir Poutine parce qu'il voulait regagner du soutien en Russie pour des raisons de politique intérieure. Maintenant, je ne sais pas si j'appellerais cela une victoire pour le président Trump, car les gens attendaient beaucoup de lui, surtout en considérant qu'il avait accepté de rencontrer un criminel recherché au niveau international. En fait, la veille du sommet, j'ai reçu le général Petraeus dans notre podcast, et voici ce qu'il a dit en prévision de la rencontre du président Trump avec Poutine. Voici ce qu'il espérait de Trump. C'est bref, écoutons-le. Vous aviez aussi une citation intéressante dans votre livre. De la dynamite dans les mains d'un enfant n'est pas plus dangereuse qu'une politique forte appliquée faiblement. Maintenant, je ne sais pas si vous voudriez répondre à cela, mais pensez-vous qu'il soit problématique que le président Trump ait donné des délais à la Russie? Mais à mon avis, au moins, il n'a pas vraiment donné suite à l'ultimatum qu'il a lui-même fixé. Avant la réponse du général, une petite demande à ceux qui nous regardent encore. Merci de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous. Cela booste l'algorithme pour plus de vues et nous aide à inviter des invités comme le général Petraeus. Passons à sa réponse. Eh bien, je pense que ce sera l'une des grandes questions après ce sommet. Tout récemment, il a menacé, selon ses propres mots, de conséquences sévères si la Russie n'emprunte pas la voie d'un cessez-le-feu. Et si Poutine ne le fait pas, s'il n'accepte pas une réunion ultérieure, etc., et ne montre pas un certain sérieux, je pense que le président mettra effectivement ces menaces à exécution concernant des sanctions supplémentaires, une aide supplémentaire à l'Ukraine, encouragera les dirigeants européens à saisir les 300 milliards de réserves russes qui sont dans les banques de leur pays et à les utiliser à meilleur escient, c'est-à-dire les donner à l'Ukraine, peut-être plus de 25 milliards par mois ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, il s'agit de continuer à rendre la vie plus difficile à la Russie
pas seulement sur le champ de bataille où nous devrions faire tout notre possible pour aider l'Ukraine à au moins stopper les Russes, voire même les repousser, mais aussi sur le plan économique et financier. Et la Russie montre maintenant les signes des effets des sanctions, du fait de ne plus vendre autant de pétrole qu'avant, ou de le vendre à des tarifs réduits, ce qui était l'accord trouvé par l'administration américaine précédente, pour s'assurer que les prix du pétrole chez eux n'augmentent pas de façon spectaculaire si l'on retirait les 6, 7, 8 millions de barils par jour que la Russie injecte sur les marchés mondiaux. Et cela cause bien sûr aussi des tensions dans la relation entre les États-Unis et l'Inde, car l'Inde était l'un des pays qui achetait des millions de barils de pétrole brut russe par jour à des prix réduits. Cela avait été convenu avec les États-Unis, et cela n'est apparemment plus approuvé par ceux qui sont à la Maison-Blanche. Si vous souhaitez écouter le podcast en entier, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la fiche ci-dessus ou sur le lien dans la description ci-dessous. Comme l'a dit le général Petraeus, Trump avait fait de grandes déclarations avant la réunion, mais il n'en est malheureusement rien sorti. On aurait dû s'y attendre, puisqu'il ne peut pas mettre fin à la guerre sans la présence de l'Ukraine à la réunion. Cependant, il ne semble pas que nous ayons avancé pour convaincre la Russie de mettre fin à cette guerre. Parce que même après la réunion, Poutine répétait le même discours qu'il répète depuis 2022. Les causes profondes du conflit doivent être traitées pour que la Russie mette fin à cette invasion. Et c'est ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse où les journalistes n'étaient pas autorisés à poser des questions. Écoutons. En même temps, nous sommes convaincus que pour rendre le règlement durable et à long terme, nous devons éliminer toutes les causes principales, les racines même de ce conflit. Nous l'avons répété, il faut considérer les préoccupations légitimes de la Russie et rétablir un équilibre juste de sécurité en Europe. Et dans le monde en général. Et je suis d'accord avec le président Trump, comme il l'a dit aujourd'hui, que naturellement la sécurité de l'Ukraine doit également être assurée. Eh bien, devinez quoi ? Même la Russie a compris qu'il est rare qu'une conférence de presse se tienne sans question. Ainsi, le porte-parole de Poutine, Peska, a expliqué pourquoi Poutine n'a pas répondu aux questions. Selon lui, leurs déclarations après les discussions ont été complètes. C'est pourquoi il a été décidé de ne pas répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. Heureusement, le président Trump a donné une interview juste après la réunion. Il a donné plus de détails lors de cette interview. Il n'a pas tout révélé, mais il en a dit plus que ce que Poutine a fait. Mais avant de passer à la conférence de presse, je voudrais rapidement montrer la déclaration que le président Trump a faite, alors qu'il se tenait à côté de Poutine. Merci beaucoup. Maintenant, je ne comprends pas cela. C'est vraiment un truc de lycée où tu fais genre « Oh, j'ai quelque chose de très important, mais je ne vais pas te le dire. » C'est ce que dit Trump en déclarant « Nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de choses. Beaucoup de nos désaccords étaient sans importance, mais une chose comptait vraiment. Je ne te dirai pas laquelle. » Lors de l'interview après l'événement, on lui a directement demandé s'il allait révéler ce que c'est. Est-ce que cela concerne l'OTAN, ou quelque chose comme ça? Et voici ce qu'il a répondu. Nous avons parlé très sincèrement, je pense qu'il veut que cela se réalise. Oui. Lors de votre conférence de presse, vous avez évoqué de nombreux points d'accord. Peut-être s'agit-il d'un grand sujet de désaccord, prêt à en parler publiquement? Non. Je préfère ne pas le faire. Quelqu'un en parlera sûrement publiquement et ils le découvriront. Je veux juste voir si on peut y arriver. Vous savez, ce n'est toujours pas fait, ce n'est pas du tout conclu. Et l'Ukraine doit être d'accord. Je veux dire, vous savez, le président Zelensky doit être d'accord. Mais c'est une guerre terrible où il perd beaucoup. Et les deux en souffrent. Et j'espère que cela pourra se terminer. Ce serait un grand accomplissement pour eux. Oubliez-moi. Pour eux, maintenant. Si j'étais parieur, je dirais que le désaccord concerne surtout la force de l'armée ukrainienne et les armes que l'Ukraine pourrait avoir ou produire après un cessez-le-feu ou un accord de paix. Poutine exige depuis longtemps que l'Ukraine se démilitarise et cesse de recevoir des armes des alliés,
notamment des États-Unis et de l'Europe, en plus de vouloir contrôler l'Ukraine. Du point de vue de l'Ukraine, conclure un accord de paix n'a aucun intérêt, car depuis 2014, Ukraine et Russie ont signé de nombreux accords et cessez-le-feu, tous rompus par Poutine. Donc, à moins que l'Ukraine n'obtienne de véritables et garanties d'écarté de sécurité de la part des alliés occidentaux, de la part de ceux qui négocient dans cet accord de paix, l'Ukraine ne va tout simplement pas arrêter de se battre. Et cela ne veut pas dire que l'Ukraine essaie d'envahir la Russie et de prendre le contrôle de la Russie. Ils vont continuer à provoquer l'effondrement de l'économie russe, tandis que Poutine imprime des centaines de milliards de dollars pour payer les soldats mourants pour son invasion insensée. Bref, pour revenir à l'entretien que le président Trump a eu, il a aussi partagé quelque chose d'intéressant. Il ne va pas imposer de sanctions supplémentaires à la Russie. Il ne va pas infliger à la Russie de lourdes conséquences qu'il avait promises avant la réunion. Parce que selon le président Trump, la réunion s'est bien passée. Même s'il ne semble pas que la Russie ait fait des compromis pour réellement rechercher la paix. Mais nous en saurons plus demain. Extrait du président Trump sur les tarifs secondaires. Quand vous avez parlé avant de venir ici des conséquences sévères pour Vladimir Poutine, j'ai trouvé cela intéressant. Sévère serait ma définition, l'Inde n'achète pas votre pétrole, l'Union européenne non plus. Et pourquoi, au fond de moi, je me disais, attendez une minute, Donald Trump vient tout juste de retarder une possible augmentation des droits de douane sur la Chine. Je pense que le président Trump anticipait et considérait que, si besoin, cela aurait pu avoir des conséquences. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que je n'ai pas à m'en inquiéter. Je devrais peut-être y penser dans 2 ou 3 semaines, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Je pense que la réunion s'est très bien passée. Bien, très bien. D'accord. Est-ce que tu penses parfois à Hillary Clinton, l'auteur du dossier russe de désinformation acheté et payé son auteur